Bonjour, merci d'être fidèle à ce rendez-vous de Demain la Cité, ici dans la grande bibliothèque de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dans laquelle nous avons le plaisir de recevoir Michel Vialet, le maire de Mantes-la-Jolie, maire et conseiller général. Et tout d'abord, on va essayer de situer, pour ceux qui nous regardent, Mantes-la-Jolie. On est quand même pratiquement à plus de 50 km de Paris. Cette fois, on sort de l'agglomération dont nous avons l'habitude de parler ici. On se situe pratiquement entre, pas mi-distance, mais entre Paris et Rouen. Presque mi-distance, disons que Mantes est à 54 km de Paris, 65 de Rouen, donc vous voyez, nous sommes encore en Île-de-France. Lorsqu'il s'agit de charrier un peu les Parisiens, j'ai l'habitude de dire que Paris est la banlieue de Mantes, donc vous voyez l'un et l'autre finalement se valent. Alors on est dans un val, vous venez de le dire, c'est la vallée de la Seine, c'est aussi quand même cette fuite vers l'ouest fantastique dans laquelle Mantes a trouvé sa place. Mantes a trouvé sa place, Mantes a trouvé son histoire sur cette épine dorsale qui mène Paris jusqu'à la Manche. Mantes qui, au fil des siècles, s'est enrichie, notamment autour du fleuve, parce que... Mantes est entourée d'eau, Mantes-la-Jolie est entourée d'eau. Mantes-la-Jolie est entourée d'eau, est entourée surtout et ceint par la Seine, par quelques lacs. Mais vous savez, c'est sur les berges de Seine que d'abord nous avons créé de la richesse de façon très ancienne, avec la culture de la vigne, la même que celle qu'on trouvait à Montmartre, le Bacot. Mantes-la-Jolie a également fait sa richesse parce que nous étions une ville frontière avec la Normandie. On l'oublie souvent, mais nous étions aux portes de ce qu'était... le Vexin. Alors, le Vexin au nord, la Normandie à l'ouest, et la guerre de Cent Ans a fait que Mantes parfois a été ravagée et parfois s'est considérablement enrichie. Mantes-la-Jolie, le nom vient d'où? Le joli nom, si j'ose dire. Le joli nom vient d'une époque où Mantes-la-Jolie, d'ailleurs, est devenue à ce moment-là ville royale. Ville royale puisque Henri IV est venu avec son gouvernement gérer la France 4 ans avant de prendre Paris pour une messe, dit-on. Et surtout, il venait y retrouver sa belle, Gabrielle d'Estrées, et il venait à Mantes pour voir sa Jolie, et donc c'est devenu Mantes-la-Jolie. Deuxième réputation à laquelle il faut tordre le cou éventuellement, c'est Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie sont deux communes, au fond, séparées depuis très longtemps, parce que on a le sentiment que ça pourrait être une séparation administrative. Non, elles sont séparées depuis fort longtemps. D'ailleurs, la plus ancienne des deux est Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville, c'est Mantes-la-Villa, Mantes-la-Ferme. Et les quelques fermiers qui étaient à 3-4 km de la Seine avaient créé une extension juste à côté de la Seine qui finalement a pris plus d'importance le long du fleuve pour les raisons que je viens d'évoquer. Comme toujours, c'est le chemin de fer qui va apporter à Mantes son activité économique, comme il l'a fait ailleurs sur d'autres territoires. Comment ça commence exactement à Mantes-la-Jolie ? Ça commence au XIXe siècle. D'ailleurs, on pose la voie ferrée au milieu des champs. 1843, je crois. Entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Et d'ailleurs, c'est ce qui sépare toujours les deux communes d'un point de vue physique. Cette ligne de chemin de fer, effectivement, elle apporte immédiatement la capacité de communication. Et puis surtout, elle permet à l'industrialisation de se développer de façon importante avec deux grands domaines. D'abord, le domaine de la cimenterie. Nous avons un bassin calcaire extrêmement important. Deuxième grand domaine industriel, c'est bien sûr l'automobile. Le département des Yvelines est le premier département de France par son secteur automobile, 18 000 emplois, et Mantes-la-Jolie est particulièrement impacté positivement au départ par cela. C'est toute la vallée de la Seine qui va s'industrialiser. On parle à un moment de la vallée des usines, et au fond, Mantes-la-Jolie reflète bien cette industrialisation profonde. Elle le reflète d'autant mieux qu'on a cette symbolique qui est marquée lorsque on circule le long de la Seine. Peugeot à Poissy, Renault à Flins, EDF à Porcheville, les cimenteries qui étaient sur Mantes-la-Jolie même. On voit bien que tout cela échelonne à chaque fois, jalonne le parcours le long de la Seine, le long de l'autoroute, le long de la voie ferrée, qui nous permet ce développement économique. Il va falloir attendre, au fond, l'après-guerre pour voir une nouvelle vague d'urbanisme à Mantes-la-Jolie. En n'oubliant pas cependant que la guerre a été particulièrement destructrice.
elle a été très destructrice à Mantes-la-Jolie. Le cœur de ville a été bombardé de façon extrêmement importante parce qu'il est proche du pont qui, justement, était un passage qu'il fallait empêcher pour l'ennemi. Seul notre collégiale, notre monument historique datant du XIIe siècle, seule cette collégiale a survécu. Et donc tout autour, nous avons énormément de logements détruits, énormément de nécessités donc de reconstruction. Et puis, vous savez que l'hiver 54, notamment, donne le signe avec l'abbé Pierre de la nécessité de construction de logements. C'est là où, à la fin des années 50, se prennent les décisions de construction de ce très grand quartier du Val-Fouré. Alors, ça, c'est le grand ensemble de Mantes-la-Jolie. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui a été cet urbanisme des années 50, et en particulier du Val-Fouré? Alors, la décision est prise à la fin des années 50 et on commence à construire au milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70. C'est dire comment construire 8000 logements en 15 ans, on a été d'abord très très vite. Alors, il faut citer les architectes de l'époque, puisqu'on est ici à la Cité de l'Architecture, Raymond Lopez et Henri Longe-Pierre, qui ont été particulièrement les deux artisans, ou les deux architectes plus exactement. Qui ont été effectivement les deux grands artisans de cette construction. Cette construction qui, à l'époque, prévoit de faire que l'ensemble des sous-quartiers, parce qu'on parle souvent du quartier des Val-Fouré, le Val-Fouré, c'est plus de 22 000 personnes au jour d'aujourd'hui, donc vous voyez, c'est déjà une ville en tant que telle, et donc plusieurs quartiers. Et la logique des architectes à l'époque est de faire que chacun des sous-quartiers soit un peu refermé sur lui-même. Physiquement, ce sont des tours, des bars, 7000 logements en tout. 8000. Et des tours, des bars, et alors avec une monotonie de construction, d'architecture, et en plus de ça, d'alignement, parce que pour aller vite, on a construit sur ce qui était les chemins de grue. Les chemins de grue, voilà. J'allais vous la raconter, ce qui fait que les mêmes grues passaient d'un bâtiment à l'autre pour optimiser le temps et bien sûr le coût, et ce qui fait qu'on voit tout cet alignement de bâtiments qui finalement présente une certaine tristesse lorsque, avec le temps, les choses ont mal vieilli. Alors, ça présente d'autant plus un caractère de tristesse que va s'y ajouter une angoisse urbaine, un sentiment de mal-être. Et au bout d'un moment, toutes ces cités, et en particulier le Val-Fouré, va devenir un symbole du mal-être des banlieues. Oui, ça ne l'a pas toujours été. Il faut dire que les logements qu'on a construits ici sont des logements qui sont tout à fait spacieux, qui sont grands. On trouve du F4 à 90 mètres carrés. Au jour d'aujourd'hui, dans la construction, on ne sait plus ce que c'est. Ces habitants du Val-Fouré, au fond, ils viennent dans une image de confort et de modernité. Oui, on se bat pour venir au Val-Fouré, y compris de loin. C'est l'époque également où il y a encore un certain nombre de logements insalubres, voire de bidonvilles autour de Paris. Et des gens sont relogés ici, au Val-Fouré, notamment sous l'effet de l'industrie automobile qui participe à l'effort de construction et qui réserve bien sûr des logements pour ses salariés. À quel moment le malaise, ou en quelque sorte le mal-être, va-t-il commencer à naître au Val-Fouré? Qu'est-ce qui finalement échoue? Je crois que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, on commence à construire le Val-Fouré au milieu des années 60, et à la fin des années 70, on a quelques difficultés pour équilibrer la ZAC, donc on densifie plus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on achève la construction du Val-Fouré, je le disais, à la fin des années 70. C'est là où on vient de connaître les deux chocs pétroliers qui ont fait que l'industrie automobile a gravement souffert. Donc on se retrouve concentré au même endroit avec une population très durement touchée par le chômage. Comment avez-vous ouvert le chantier de la rénovation ? Nous l'avons ouvert d'abord en ayant la conscience des actions qu'il convenait de mener et surtout du fait que nous ne pouvions pas les mener seuls et que c'était d'abord un projet d'agglomération qu'il convenait de mener. Agglomération parce que les problématiques ne s'arrêtent jamais aux frontières des communes et qu'il était nécessaire que collectivement nous puissions porter ce poids. Et ça veut dire que l'agglomération a commencé à concentrer une partie des financements au cœur pour traiter les problèmes là où ils étaient les plus prégnants. De la même manière, d'ailleurs, nous avons commencé symboliquement par le quartier qui était le plus difficile, le plus dense, pour le dédensifier et rapidement pouvoir inverser les choses. On commence par détruire ? On commence par détruire des tours
On dédensifie et en même temps, j'ai dit que l'agglomération avait travaillé autour de ce grand projet de ville, mais elle a travaillé, avec le concours de l'établissement public Mende Seine-Aval. Nous avons eu la chance de pouvoir capitaliser immédiatement sur les collaborateurs qui avaient travaillé sur la communauté de Saint-Quentin, sur la ville nouvelle de Saint-Quentin, et donc nous avions déjà un niveau de compétence qui très facilement a pu se porter sur le terrain de Mantes-la-Jolie. Et ce projet, qui a fait consensus pour l'ensemble des élus de l'agglomération de Mantes, a été accompagné à tout niveau, qu'il s'agisse des concours de l'État, de la région, du département, de l'agglomération et des villes concernées. Je dis des villes parce que Mantes-la-Jolie est très fortement concernée, mais Mantes-la-Ville avait également quelques quartiers concernés. Quels sont les buts qu'on vise dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il s'agit de refaire, de recoudre dans ce tissu urbain? On dédensifie déjà. On dédensifie, mais on cherche à recomposer les quartiers de façon différente. D'abord, de façon à faciliter les passages d'un sous-quartier à l'autre. Et donc, on ne fait pas que détruire. Des fois, on coupe des barres de façon à créer des tramways. On crée des chemins, des flux nouveaux, on organise différemment la circulation. On permet la fluidité à l'intérieur des sous-quartiers du Val-Fouré et on réfléchit à la fluidité entre les différents quartiers de la ville, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'opposition entre certains quartiers et d'autres. Qu'on ait finalement une seule et même ville, retrouver l'unité de la ville est quelque chose de tout à fait important. Le Conseil des urbanistes est très important sur cette partie-là, sur la reconception du quartier. On travaille de façon forte avec notamment quelqu'un qui nous accompagne sur tous ces sujets, qui s'appelle Michel Ricard, qui a accompagné la ville de Mantes, mais qui a accompagné également l'ensemble de l'agglomération, notamment sur tout ce qu'il nous fallait conduire pour arriver à des projets comme Mantes Université. Il est à la base de cette réflexion qu'il a partagée avec nous pour permettre cette mixité de l'habitat et cette recomposition urbaine. Je voudrais qu'on dise un mot du quartier Garenne Explorateur, car il s'agit là, au fond, d'une opération concrète qui est aujourd'hui pratiquement en cours de réalisation et bientôt d'achèvement. Juste peut-être avant de vous dire un mot sur Garenne Explorateur, vous dire qu'à ce jour, 6 des 10 sous-quartiers du Val-Fouré ont été traités, ce qui représente à peu près la moitié de la surface géographique. Et donc, on voit des différences tout à fait significatives, parce que là où on a détruit, on reconstruit. Mais pour permettre cette mixité de l'habitat que j'évoquais, on construit en accession sociale à la propriété, en accession traditionnelle à la propriété, et les logements se vendent. Le bilan en termes de logement, au bout de cette étape longue et de rénovation, il est plutôt en perte de logement ou en dédensification, certes, mais avec quel bilan au bout du compte? Alors, le bilan, il ne faut pas le faire à l'échelle du quartier du Val-Fouré, parce que le Val-Fouré, c'est la moitié de la ville. Nous reconstruisons sur l'ensemble de la ville, en accession traditionnelle, en logement social, de façon, j'insiste, à permettre cette mixité de l'habitat. Mon engagement sur le mandat 2008-2014, c'était de construire 1000 logements sur le mandat. Au bout de 3 ans, nous avons déjà construit ces 1000 logements. Donc vous voyez, on continue sur ce rythme et dans tous les quartiers. On va parler du quartier Garenne Explorateur, parce que ça fait partie des chantiers nouveaux. Tout à fait, ça fait partie des chantiers nouveaux où nous avons là aussi détruit du logement social qui était d'ailleurs en fort mauvais état et nous recomposons là cette fois-ci ce quartier avec du commerce en pied d'immeuble puisque nous allons tout à la fois redresser une rue, créer une place assez sympathique de façon à pouvoir faire un peu une entrée de ville. C'est une entrée. On crée une place publique, là, carrément. Une petite place publique. Mais ça permet de redonner des espaces, de redonner des identifications. Je disais entrée de ville, c'est l'image d'une entrée de quartier qui est significative. Quand on parle de développement d'un territoire, forcément, on doit aussi répondre en termes de grands équipements culturels. Et c'est la raison pour laquelle vous avez là un projet important qui est l'École nationale de danse, de musique et de théâtre. Tout à fait. Depuis 2007, nous avons cette très grande école qui accueille 1200 jeunes ou moins jeunes qui viennent se former à toutes ces disciplines. Et cet équipement culturel est l'équipement phare de toute l'agglomération. C'est un des équipements phares parce que vous évoquez la culture.
Dans le sport aussi, nous avons maillé notre territoire avec des équipements tout à fait importants. Nous avons, depuis le 3 décembre dernier, au cœur du quartier du Val-Fouré, le premier équipement de toute l'agglomération. Un pôle aquatique qui comprend un bassin de compétition, un bassin de loisirs avec des boules à vagues, toboggans, un bassin d'initiation pour les plus jeunes, salle de musculation, et puis tout un autre espace pour les associations résidentes d'aviron, de canoë-kayak, de voile, qui vont pouvoir ici trouver des installations en proximité du stade nautique. Alors, autre projet de Mantes-la-Jolie, cette fois un écoquartier, dans le concept des écoquartier fluvial. Là, c'est intéressant parce que on reconquiert les berges en quelque sorte, et on redonne sa vocation aux berges de la Seine. Alors, cet écoquartier fluvial va se situer entre Mantes-la-Jolie et sa voisine Rosny-sur-Seine, là où se trouvaient auparavant d'anciennes carrières. Et c'est vrai, tangentant la Seine. La Seine est sur une petite partie notre stade nautique international, puisque nous avons la chance d'avoir ce très bel équipement sportif. Et nous avons fait le choix de construire plutôt proche de la Seine, de façon à optimiser le fleuve. Construire au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Les générations précédentes ont souvent tourné le dos au fleuve. On voulait s'en échapper parce que d'ailleurs on ne maîtrisait pas toujours les crues et donc on était plutôt tourné vers l'intérieur. C'est un cadre de vie exceptionnel. Le bord de l'eau, c'est la belle équipe. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est, vous le disiez, c'est la belle équipe. Et puis, vous avez les coteaux du Vexin qui s'offrent juste de l'autre côté, au nord de la Seine, qui sont une vue tout à fait merveilleuse. Au fond, vous partez de cette idée de mettre en valeur ce capital écologique qui est déjà là. Qui est la dernière grande emprise foncière que compte la ville et qui fera que le Val-Fouré, en plus, ne sera plus le bout de la ville. Le Val-Fouré aura une continuité, on ne sera pas au bout du monde. Ce quartier, nous le voulons également en couture, en liaison avec le Val-Fouré, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Ce n'est pas un quartier pour d'autres, c'est un quartier qui fait... Ça va ouvrir le Val-Fouré sur la Seine ? Le Val-Fouré est déjà ouvert sur la Seine et les actions de rénovation urbaine que nous menons font tout pour pouvoir le réaliser. Nous créons des darses paysagères de façon à ouvrir, que ce soit au cheminement ou à la vue sur notre fleuve. Nous allons continuer avec l'écoquartier fluvial, dont nous avons prévu qu'il puisse accueillir un petit port de plaisance, puisque nous avons la chance d'avoir une carrière qui est en eau. Et comme on a une zone inondable, plutôt que d'en faire une contrainte, on a décidé d'en faire une opportunité, de façon à faire rentrer l'eau dans le quartier. Tout ce travail de requalification et de création de zones urbaines contemporaines, tournées vers l'avenir, il ne peut pas se faire sans prendre en compte l'impératif aussi d'activité économique. Et qui dit activité économique dit aussi de pôle de compétences. Est-ce qu'il y a à Mantes-la-Jolie un pôle de compétences particulier ? Est-ce qu'on garde une identité dans un domaine particulier ? On a de toute façon toujours l'identité automobile. Et puis, nous avons effectivement un travail important à faire sur le développement économique. Les 2/3 des actifs du Montois travaillent à l'extérieur du Montois. Nous comptons capitaliser, bien sûr, sur toute l'expérience qui est la nôtre dans le domaine de l'automobile, je l'évoquais, dans le domaine de la mécatronique également, puisque nous avons une école d'ingénieurs en mécatronique. Et nous souhaitons également appuyer notre développement autour de l'université, puisque l'université de Versailles-Saint-Quentin, un pôle important à Mantes-la-Jolie, qui comprend, au-delà de l'école d'ingénieurs que je viens d'évoquer, un IUT avec 6 départements. Cette IUT compte pour le moment 750 étudiants et les perspectives de développement de l'université, puisque nous construisons actuellement des locaux au sein de ce quartier de Mantes-Université, font qu'à moyen long terme, nous devrions compter environ 2500 étudiants et bien sûr les labos de recherche qui vont avec et qui seront un facteur d'attraction pour les entreprises qui auront du foncier pour venir s'installer sur le territoire. Alors l'architecte urbaniste, c'est Bruno Fortier. C'est Bruno Fortier. Chargé de ce pôle universitaire de demain. Pas que du pôle universitaire, de l'ensemble de ce pôle de Mantes Université qui compte... Mantes Université, c'est 250 000 m². 50 000 m² d'équipements publics, dont l'université. Donc c'est à terme 4 à 5 000 habitants et 2 à 3 000 emplois qui vont venir ici, plutôt tourner service. On a parlé de Mantes Université, mais juste à côté, c'est-à-dire tangentant ce quartier de Mantes Université jusqu'à l'autoroute,
Mantes Innova Park est une deuxième zone, 60 hectares environ. Ça, c'est la pépinière d'entreprise. La pépinière est posée dessus, mais il y a encore beaucoup de foncier tout autour pour pouvoir accueillir. Le groupe Safran, il y a peu, est venu s'y installer en délocalisant légèrement Turboméca et certains bureaux d'études qui étaient plus proches de Paris. On arrive au fond dans ce développement, en se concentrant sur l'activité économique en particulier, puisqu'on vient d'en parler, à maintenir des espaces naturels, à maintenir des espaces préservés? Tout à fait, à l'échelle de l'agglomération. Mantes-la-Jolie est au cœur d'une opération d'intérêt national. Une opération d'intérêt national, c'est un process analogue à celui qui a permis le développement des villes nouvelles et qui compte 51 communes, de Bonnières à l'ouest jusqu'à Poissy-Conflans à l'est. Nous avons choisi sur ces 51 communes, collectivement, de déterminer ce que devaient être les espaces de développement plus tournés vers le logement ou vers l'économie et ce que devait être notre préservation de nos espaces naturels. Afin que chacun répartisse ses efforts en quelque sorte. Répartisse ses efforts et puis qu'on se conserve ce bien-être de la vallée de la Seine, ce poumon vert, dès lors que l'on se promène à 2-3 km au nord ou au sud de notre fleuve. Alors, s'il y avait à terme aujourd'hui dans votre esprit un projet sur lequel vous n'auriez pas encore eu la chance de pouvoir intervenir, quelque chose qui serait hors de portée sur le plan des moyens, quelque chose qui relèverait du rêve. Plus peut-être que de vous parler de projets en particulier, moi ce que j'aimerais beaucoup c'est pouvoir accélérer le temps. Parce que Mantes-la-Jolie a eu du retard, vous l'évoquiez, une image abîmée, un développement qui a peut-être connu des coups d'arrêt il y a 20-30 ans, et la nécessité de rattraper le temps, c'est ce à quoi on s'emploie. Si on pouvait accélérer, ce serait vraiment quelque chose de tout à fait capital. Imaginez que demain, dans le Mantois, les espaces qui sont très disponibles permettent que, pourquoi pas, fantasmons, ceux qui sont à la Défense aient besoin de délocaliser une partie de leur back-office pour venir sur ces terres du Mantois, très proches, très facilement accessibles, qu'il s'agisse du RER en 2017, de l'autoroute dès maintenant, des lignes à grande vitesse avec la Normandie dès 2020. Pourquoi ne pas se délocaliser pour que leurs employés puissent par ailleurs trouver du logement dans un écoquartier fluvial? Et puis finalement, ce serait certainement une très bonne opération foncière pour eux. Michel Vialet, vous êtes Mantois, vous êtes maire de Mantes, vous avez vécu à Mantes. Est-ce qu'il y a un endroit dans Mantes-la-Jolie dans lequel vous vous sentez particulièrement serein, bien, un endroit dans lequel vous allez chercher ou puiser quelquefois un peu l'énergie dont vous avez besoin pour affronter tous les défis de Mantes-la-Jolie? Vous savez, le maire aime toute sa ville et c'est pas, je ne le dis pas par hasard, je me sens à l'aise dans l'ensemble des quartiers de la ville, je m'y sens très bien. Je trouve que nous avons des bords de Seine qui sont superbes. Et comme nous avons toute une coulée verte qui permet d'y déambuler, de l'est jusqu'à l'ouest, le long de l'ensemble des quartiers, je vous invite à venir vous y promener, que ce soit pour faire du footing ou simplement pour profiter du beau temps, du passage des bateaux ou des escadrilles de cygnes qui, de façon régulière, viennent décoller sur notre joli fleuve. Alors, pour tous ceux qui, comme moi, vont venir s'y promener, j'y compte bien. S'il y avait un jour dans l'année pendant lequel c'était encore plus animé ou plus sympathique, est-ce qu'il y a une période plus favorable pour venir à Mantes-la-Jolie? Là aussi, c'est une question dure, parce que la ville est belle tout le temps et est animée tout le temps. J'ai envie de vous dire qu'il s'agisse des animations que nous faisons régulièrement, parlons jardin, parlons terroir, qu'il s'agisse du festival Bulle de Mantes, qu'il s'agisse de notre grande foire exposition. Nous avons au mois de septembre, toujours à la mi-septembre sur 4 jours, plus de 66 000 visiteurs qui viennent à ce premier rendez-vous économique de la rentrée, où vous avez une foire comme on aimerait les avoir partout, c'est-à-dire une foire qui est multidomaine, qui accueille du plus petit au plus grand. Eh bien, merci Michel Vialet de nous avoir fait partager cette vision de Mantes-la-Jolie, tournée résolument vers demain la cité, dont nous aurons bientôt le plaisir de retrouver un nouvel épisode, grâce à vous qui nous suivez fidèlement. Merci et à bientôt.